Salut à tous avec les équipes Deloitte autour donc du risque et de la data pour réduire le risque. On va parler de ça avec Sonia Cabanis. Bonjour Sonia. Bonjour Stéphane. Et avec Sidi Diop. Bonjour Sidi. Économiste. Stéphane. Économiste pour Deloitte. Ce qui va nous permettre de faire un peu l'aspect macro et l'aspect micro. Souvent on dit que la séparation est artificielle. Là, elle n'est peut-être pas tant que ça artificielle. Sidi, je vais commencer avec toi. Réflexion à avoir, particulièrement d'ailleurs en ce moment, sur le couple risque-incertitude et sur le rôle de la data. Comment est-ce que tu regardes cet aspect des choses ? Merci Stéphane. Alors, au point de vue des économistes de façon générale, le premier constat, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup d'incertitude comme si c'était un phénomène nouveau, alors que pas du tout. Pour les économistes, c'est une notion tout à fait classique qu'on a l'habitude de traiter depuis très longtemps. Et si on analyse la croissance économique en France, en Europe et dans le monde pendant les 30-40 dernières années, il n'y a eu que des phénomènes de contraction et de rétraction. Enfin, il y a eu plusieurs chocs qui ont fait que l'économie a baissé et augmenté. Vous avez des chocs d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue climatique, d'un point de vue de l'énergie, des chocs pétroliers par exemple. Et de ce fait, et même de l'innovation. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec le crack des valeurs Internet, c'était un choc à la base positif, une innovation qui a entraîné de croissance, sauf qu'on ne savait pas jusqu'où ça pouvait nous mener, et ça menait à des différences d'interprétation dans le domaine financier qui a conduit à un crack. Donc pour les économistes, c'est quelque chose d'assez récurrent, on va dire. Donc l'incertitude, le risque... Il n'y a pas là une accélération. On a l'impression, c'est vrai quand même. Non. Alors, et tu fais bien de rappeler choc pétrolier et tout, mais allez, on va dire que tu en avais un gros tous les 10 ans. Et on a l'impression que sorti de cette... c'est Macron qui dit grande bascule. tout à fait. On rentre dans un temps plus agité. Alors, pour moi, on rentre dans un temps plus agité parce qu'en fait, on est depuis 5-6 ans plongé dans un phénomène de ce que les économistes appellent d'incertitude radicale. Alors, on fait la distinction en économie entre risque et incertitude. Ce n'est pas la même chose. Le risque est probabilisable. L'incertitude ne l'est pas. Lorsqu'on a des chocs qui sont importants, comme on le connaît aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prévoir l'ensemble des états de la nature, pour parler en termes de modélisation, et de mettre des probabilités là-dessus. Et là, on rentre dans un phénomène qui est d'incertitude radicale, dans lequel il est très difficile de faire des prévisions. Regardez les prévisions de croissance. On avait des prévisions à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant, ils sont ramenés au trimestre, tous les 6 mois, au maximum tous les ans. L'incertitude radicale est une période particulière et un peu perturbante, du coup, parce qu'on est incapable de se baser sur le passé pour pouvoir prédire l'avenir. Les probabilités sur les états de la nature dans le passé ne nous servent à rien. Il faut attendre parce qu'on est dans un phénomène d'incertitude radicale. Mais c'est un phénomène qui va nous accompagner. Allez, je suis obligé, en fait, je vais te poser la question à laquelle tu viens de dire qu'il n'y a pas de réponse. Exactement. Cette incertitude radicale, j'adore ce terme d'incertitude radicale. Il est là pour un moment au moins. Voilà, on est dans une sorte de vortex, non Alors déjà, ce terme vient d'un économiste qui s'appelle Frank Knight, qui a été théorisé depuis les années 20, 1921 pour être précis. Donc pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Passionnant. Et tout est dans la définition. Personne aujourd'hui est capable de dire si ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a un moment où, les statistiques c'est vont quoi se... la définition de cette incertitude radicale ? C'est qu'elle est multifactorielle, j'imagine. Ça doit C'est que le choc est nouveau et impossible. Disons, on n'a pas d'événements dans le passé qui permettent de ressortir nos statistiques, des probabilités. Ouais. C'est un choc vraiment fondamentalement nouveau sur lequel on n'a pas de référence. On est perdu en quelque sorte. Et donc là, on rentre dans un phénomène d'incertitude radicale et il est extrêmement difficile aujourd'hui de se dire la guerre en Ukraine, quand est-ce qu'elle va arrêter ? Je ne sais pas. Et pourtant, ça va avoir un impact sur les probabilités qu'on va se faire à l'avenir. Au fur et à mesure qu'on sort de cette période d'incertitude radicale, les statistiques vont se reformer. Et là, à partir de ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans des environnements probabilistes où on va pouvoir sortir les statistiques et justement prédire l'avenir de façon plus certaine ou en tout cas à des horizons temporels plus longs qu'aujourd'hui où c'est extrêmement difficile. On peut ajouter dans cette incertitude radicale, c'est le fait que tu parles de la guerre en Ukraine qui me fait juste réagir à ça, c'est-à-dire ce qu'on a un petit peu raconté quand même avec le Covid, une tension sur l'ensemble des chaînes de production de richesse, on va le dire comme ça. Parce que, normalement, une guerre en Ukraine, aussi épouvantable soit-elle, ça ne met pas par terre l'ensemble du système de croissance européen et même, on va dire, occidental.
à fait. Donc il y a des tensions en fait sur les chaînes qui font qu'elles sont plus fragiles et qu'elles basculent plus facilement dans cette incertitude radicale. Absolument. Alors juste, ce n'est pas l'unique incertitude, la guerre en Ukraine, comme Non. vous le savez. Vous avez plusieurs phénomènes qui font qu'aujourd'hui, Bien sûr. on est dans une période Mais d'incertitude c'est vrai qu'on a radicale. l'impression que ça a été à un moment un élément déclencheur, Ça a une été un étincelle. élément déclencheur, mais voyons d'où on vient. On vient d'une période où on sort d'une crise sanitaire qui a déjà amené de l'incertitude. L'incertitude, le rebond dont on parle, dont on a bénéficié nous-mêmes en tant qu'entreprise de consulting, une croissance très importante à court terme, elle n'était pas prévisible. Et donc là, comme vous le savez, les économistes avaient sous-estimé la croissance et du fait de ce décalage entre l'offre et la demande, on assiste à un phénomène de ralentissement, de tension sur les productions. Et s'ajoute à cela la guerre en Ukraine, qui vient encore une fois rajouter à la complexité de l'environnement de décision. Et les chocs sur les matières premières, sur le pétrole, les matières agricoles. Donc voilà, vous avez plusieurs types de chocs comme ça qui s'accumulent et qui font qu'on est dans un environnement où il est extrêmement difficile de prendre des décisions. Sonia, il faut qu'il récupère ça, le directeur des risques. Exactement. Il faut qu'il récupère ça et lui, on lui demande quand même de rentrer ça dans une cartographie et d'offrir quand même une forme de visibilité à l'entreprise. Oui. Alors, le directeur des risques, il a été toujours confronté à ces difficultés-là, c'est-à-dire de prédire les risques quelque part. Comment j'identifie mes risques et j'identifie les risques futurs et pas uniquement sur la base de risques passés. Ouais. Ça, c'est clairement un des objectifs du directeur des risques. Alors, c'est quand même très compliqué parce qu'on forcément, on se base sur le passé, comme l'a dit Sidi. Forcément, on se base sur des événements passés et à partir de là, effectivement, on peut commencer à analyser et à se dire, voilà, compte tenu des nouveaux éléments de contexte, voilà les éléments du futur. Par contre, si on est dans un schéma complètement nouveau, il est très très difficile pour le directeur des risques. Il aura beau essayer en fait d'utiliser des méthodologies différentes, de la data ou d'autres éléments, ça va être extrêmement compliqué pour lui en fait de prendre ces informations-là et de les interpréter pour prédire l'avenir. Donc c'est quasiment, je dirais, impossible. Alors, il y a des directeurs des risques qui travaillent sur des démarches qu'on appelle de risques émergents et qui essaient de construire des cartographies des risques de risques émergents. Alors, quelle est la pertinence de ces cartographies? Est-ce qu'ils arrivent à identifier les bonnes solutions ou non, etc. Ce n'est pas toujours très évident. Je vous donne un exemple. Dans le monde de la pharma, par exemple, la plupart des grands groupes pharma, dans leurs analyses de risques émergents, vont mettre le fait que, typiquement, il va y avoir sûrement, avec le réchauffement climatique, une évolution des maladies, de plus en plus de maladies de type tropical, par exemple. Ouais. Et donc, du coup, il faut évidemment que les médicaments et les vaccins évoluent dans ce sens-là. Mais bon, on ne sait pas à quelle vitesse ça va arriver, ni comment, ce que va faire le voisin, quel est l'impact sur nous, etc. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment évident. Et par rapport au sujet de la data dont on parle, on a beau utiliser cette data. Aujourd'hui, le directeur des risques, quand il essaie d'utiliser la donnée, c'est plus quelque part pour identifier des risques qui se sont déjà matérialisés plutôt que pour identifier des risques à venir. Il va utiliser des méthodes classiques comme du Monte Carlo sur des risques qui sont assurables, par exemple. Et donc, pareil, là, on est sur la base de données passées. Mais par contre, il ne va pas pouvoir identifier ou prédire de nouveaux risques. Mais la data te racontera toujours l'histoire qui s'est passée. Oui. Tu ne peux pas avoir de data prédictive ou... Si, alors ils essayent avec des algorithmes. De la fabriquer, ouais. Ils essayent avec des algorithmes intelligents et autres, mais aujourd'hui, dans le domaine de la gestion des risques proprement dite, ce n'est pas encore utilisé par le directeur des risques. Il va l'utiliser, par exemple, pour... je vais donner un exemple. Ça va être utilisé, par exemple, pour essayer d'identifier des risques qui se matérialisent, donc des défaillances de contrôle ou des défaillances de risque qui vont se matérialiser. Donc avant, on allait travailler par échantillonnage, c'est-à-dire on allait prendre des échantillons, regarder au niveau d'un processus donné là où le risque s'est matérialisé, et puis à partir de là, extrapoler. Maintenant, on est capable, grâce aux algorithmes, à faire des scripts qui vont venir prendre l'ensemble de la data et faire ces analyses-là sur l'ensemble de la data. Et donc identifier des zones de risque qui se sont matérialisées et se focaliser dans l'analyse uniquement sur ces zones de risque-là. Donc on est beaucoup plus pertinent que quand on faisait des échantillonnages. Ouais. Mais par contre, ce sont des risques qui se sont déjà matérialisés. Donc ça va me permettre de corriger et d'éviter que le risque se répète dans le futur. Mais par contre, ça ne m'a pas du tout permis de prédire un nouveau risque. Non, mais au moins on est sur le processus réel. C'est-à-dire, oui. Voilà, la data te permet d'analyser ce qui se passe. Exactement. Oui. Ce qui est sans doute plus efficace, mais j'en sais rien, je te pose la question, que la logique stress test, par exemple,
qui met tout le monde en tension, mais avec des résultats qui restent aléatoires? Alors, ça a été... En tout cas, il y a des directeurs des risques qui ont essayé d'utiliser la méthodologie des stress tests en se disant on va prendre plusieurs scénarios, on va venir impacter en fait par exemple une trajectoire budgétaire ou autre. Le problème, c'est que quand on commence à avoir des paramètres, un nombre de paramètres incertains très importants, on parlait tout à l'heure, il n'y a pas que la guerre en Ukraine, mais il y a aussi Covid qui est passé par là, il y a aussi la tension sur les matières premières, le pétrole, etc. Et donc quand on commence à avoir une quantité de paramètres trop importants, finalement, ce stress test nous conduit à des trajectoires qui sont tellement divergentes que c'est difficile d'exploiter cette donnée-là. Ça devient un exercice Ça de devient style. un exercice de style, exactement. Voilà, par contre, là où je vois l'intérêt, c'est typiquement, par exemple, sur des outils qu'on va avoir de process mining, par exemple, dans les entreprises, qui peuvent être utilisés, qui sont utilisés pour identifier dans un ERP donné la réalité entre guillemets, du processus tel qu'il s'est vraiment déroulé versus la théorie. On va pouvoir identifier des éléments de performance, donc de goulot d'étranglement au niveau du processus, mais également de divergence. Et on va être sur le réel, c'est-à-dire on va voir la vraie divergence par rapport au processus donné. Et là, c'est très intéressant parce que ces zones de divergence sont potentiellement des zones de risque. Donc on va pouvoir les identifier, se focaliser dessus pour mettre en place les bonnes actions de mitigation. Et là, vraiment, on est sur quelque chose qui va être assez intéressant. Mais la prévision... Il faut qu'on parle aussi, rapidement, parce que le temps tourne très vite, il faut qu'on parle de la donnée externe. Oui. C'est-à-dire, quand on préparait cet entretien ensemble, tu disais, on parle de la donnée qui aide le risque ou du risque que porte la donnée. Oui, et exactement. La donnée externe nous met un peu au confluent de ces deux questions. Hein. Oui, exactement. Alors, l'exemple est très bon, notamment pour tout ce qui est lié au risque lié à la supply chain, par exemple. Effectivement, on va utiliser énormément de données externes qui vont venir de nos fournisseurs. On va leur envoyer des questionnaires, on va récolter des informations. On va également utiliser, aujourd'hui, il y a des outils qu'on appelle de risk sensing sur le marché qui vont nous permettre d'identifier sur la base de données publiques énormément d'éléments d'information qui vont nous permettre carrément de reconstituer toutes nos chaînes d'approvisionnement à des niveaux parfois N-1, N-2, N-3, parfois évidemment avec des erreurs, mais on commence à pouvoir constituer l'ensemble de ces éléments-là. Le problème, c'est que quand on a trop de données, quand on a une quantité de données aussi conséquente, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et comment on l'interprète? Et comment on va l'utiliser? Comment finalement, dans ce dispositif, on va avoir plusieurs parties prenantes, dans le cas des fournisseurs, voir les achats, les risques, la conformité, la finance, la qualité, le RSSI potentiellement, avec l'ensemble de ces parties prenantes autour de la table, quelle gouvernance je mets en place pour réaliser une analyse pertinente de cette donnée et qu'elle ne constitue pas finalement une zone de risque parce que trop d'informations tue l'information comme on le sait très bien. Et même vis-à-vis du régulateur, et ça peut être compliqué. Personne n'a de réponse là. Non. Ça, c'est très, très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Quand on fait des screenings sur des fournisseurs ou des clients, par exemple, pour voir effectivement quel est le bénéficiaire effectif ou autre, parfois on se rend compte qu'on a énormément de faux positifs en fait, qui apparaissent. C'est-à-dire des zones de risque qu'on identifie qui ne le sont pas, qu'il faut corriger. Après, il faut derrière changer les scripts, changer les mots-clés de recherche, etc., pour ne plus tomber sur ces faux positifs. Et c'est énormément de temps passé là-dessus. Sidi, juste pour conclure, oui. Tu me disais, il y a une question d'état d'esprit. Il y a une question d'état d'esprit. Juste très rapidement, avant, pour revenir sur la façon de traiter l'incertitude. En fait, il y a plusieurs disciplines. Il y a les finances qui ont l'habitude, les financiers ont l'habitude de traiter l'incertitude avec des phénomènes très complexes qui s'appliquent notamment dans le domaine de l'entreprise, comme les options réelles. La théorie des options réelles, ça permet en fait de valoriser le fait que lorsqu'on investit dans une entreprise, il y a une option qu'on peut exercer qui est celle d'attendre le temps que l'information se révèle. Donc il y a des techniques assez sophistiquées en finance, en statistique, simulation de Monte-Carlo dont tu parlais tout à l'heure, mais également en informatique, la data. Là, c'est la nouveauté. Et la data, en fait, il faut comprendre dans l'incertitude, il y a deux domaines. Il y a la capacité à traiter l'information, rapidement. La capacité à traiter l'information et la complexité de l'environnement. La data va traiter uniquement la capacité à traiter l'information. L'environnement complexe, ça, il n'y aura pas d'influence là-dessus. Elle ne peut pas simplifier ce qui est complexe. Et pour terminer... Elle traduit la complexité, en fait, mais exactement. Elle ne peut pas simplifier. Et pour terminer, Keynes l'avait très bien souligné, dans certains moments d'incertitude, ce qu'il appelle les esprits d'animaux. Animal spirits, c'est-à-dire à la fin, on réduit la complexité de l'environnement et on prend une décision sur la base de comportements humains. J'ai peur, j'ai envie, je suis enthousiaste. Et dans les périodes d'incertitude radicale, c'est les esprits d'animaux qui prennent le dessus. Oui, mais Keynes disait, le problème, c'est qu'on prend tous la même, cette décision. Pas forcément. Justement, elle peut être très divergente. Dans le monde financier, lorsque vous avez une opération d'achat et vente, c'est parce qu'on a une perception différente
de l'évolution du cours de bourse. Je pense que ça va augmenter, donc j'achète. Je pense que ça va descendre, donc je vends. Et donc là, l'achat se fait, la transaction s'est faite parce qu'on a une différence dans la façon d'aborder l'incertitude. Bon. On vous a donné des éléments de réflexion, hein, c'est déjà ça, autour de cette incertitude radicale. Je retiendrai ça. Merci à vous et merci de nous avoir suivis. L'ensemble de nos programmes, hein, vous le savez, disponibles sur la plateforme Future of Finance.